Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers les 4 coins du monde. Merci beaucoup de nous accompagner toujours dans notre travail de tous les jours. Et merci toujours d'être là. Nous sommes le dernier jour de l'année, le 31 décembre 2024. En tout cas, c'est l'une des dernières émissions de l'année. Merci déjà de nous accompagner souvent et toujours. Dans cette émission, nous recevons M. Henri Tchibalanga. M. Henri Tchibalanga n'est vraiment plus à présenter. Il est également fils maison, mais il est analyste des questions d'actualité, journaliste. Avec lui, nous allons discuter, faire le bilan de l'année 2024, comment elle a été, comment elle a commencé, comment elle se termine. Et puis, on va jeter le cap sur 2025, comment 2025 devrait commencer pour corriger les erreurs du passé, si on doit emprunter le terme du chef de l'État. On parlera également des questions d'actualité, réforme conditionnelle, itinérance du chef de l'État dans quelques parties du pays. Et puis, la question de la réforme conditionnelle, insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Henri Tchibalanga, merci beaucoup et meilleurs vœux surtout à vous pour la nouvelle année qui s'annonce. Merci beaucoup Dan, aussi je vous réciproque les vœux, les souhaits là et j'en profite pour en faire autant à l'endroit de Maître Christian Bossembe, qui a toujours été, je sais qu'il m'a toujours porté aussi, chaque fois, à chaque occasion qu'on se rencontre, il a toujours des mots très encourageants à l'endroit de ma personne. Évidemment, on regarde du travail que nous faisons en tant que journalistes. Tout à fait. Et à tous ceux, d'abord, qui sont dans cette famille communicationnelle de Congo Buzz, qui ont été sympas dans l'ensemble avec nous tous. Vraiment. Et à tous les citoyens congolais, nous leur souhaitons tous les vœux et surtout qu'ils aient beaucoup de courage pour affronter l'année 2025. Qui est une année qui doit nous amener à mettre fin et changer un peu de cap par rapport à tout ce qu'on a connu au regard de 2024 en termes de nation en tant que RDC. Donc merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de prester en ce dernier jour de 2024. Nous sommes le 31. Je pense que c'est vraiment une très grande opportunité pour moi. Merci beaucoup, monsieur Henri Tchibalanga. Ça a toujours été une opportunité aussi pour nous d'être devant vous parce que vous êtes une personne... voilà, nous sommes devant la caméra, on ne doit pas aller dans les détails. Alors, monsieur Henri Tchibalanga, comment pouvez-vous... Quel bilan pouvez-vous dresser pour l'année 2024 qui a commencé et qui est à la fin? Quel bilan, on va dire, du point de vue global dans la vie de la nation congolaise? Comment vous voyez le bilan du pays? Merci Dan. Je crois que c'est aussi le moment indiqué de parler ainsi, bilan, sinon on va effleurer. Et je crois que le point le plus saillant, c'est vraiment... le terminal de l'année en termes d'activité du président de la République. Parce que c'est... pourquoi j'épingle le terminal? Parce que ça résume un peu aussi sa vision sur ce qu'a été l'année. On parle de son allocution vis-à-vis de ses compères, d'abord de la nation, oui, mais ce qui a été beaucoup plus frappant, c'est quand il s'adresse à sa famille politique dite Union Sacrée. C'est là que, parce que dans les discours officiels, il y a, je peux dire, il y a un peu des garde-fous, il y a des choses. Mais c'est en cette circonstance-là que le président a sorti, je peux dire, ses sentiments vrais de ce qu'a été un peu la gestion de la nation. Je crois que on va y aller, je ne vais pas seulement attendre les questions, parce que déjà la grande question, c'est la thématique que vous donnez là. Et on va se dérouler ainsi. Quand le président de la République dit à ses compères que nous nous sommes mal comportés, nous nous sommes comportés comme ce qu'on voyait dans l'entretemps, il a été un peu, je peux dire, aussi poli. Parce que si vous prenez ceci, il veut seulement leur dire que nous, en tant qu'Union Sacrée, nous nous sommes comportés comme les médiocres de la Kabylie,
comme les Mobutistes. C'est ça le contenu, la signification. Ce qui n'était même pas heureux quand il disait ça. Vous voyez, il est allé même plus loin jusqu'à dire que ceux qui tozo kendenemo tetokabwana. Vous voyez, donc c'est là qu'il a sorti ses sentiments réels de ce qu'a été sa gouvernance un peu depuis qu'il a créé l'Union sacrée. Selon vous, qu'est-ce qui a déçu le chef de l'État? Qu'est-ce qui est à la base de cette déception totalement quand on essaie de voir sa gouvernance depuis qu'il a prêté serment le 20 janvier et aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, en lisant à travers les faits, à travers les lignes, quelles peuvent être les raisons de la déception du chef de l'État telles que dites devant ces ouailles de l'Union sacrée? En matière de bonne gouvernance, je crois que le président Félix est déçu parce qu'il n'a pas trouvé les deux éléments dans les personnes en qui il a fait confiance sur différents niveaux. C'est-à-dire la loyauté ainsi que la compétence. Parce que beaucoup confondent la loyauté à l'attachement à l'individu. Quand le président te confie certains postes de responsabilité, c'est pas que vous travaillez pour lui, c'est pour la nation. C'est d'où la loyauté, ça voudrait dire rendre service conformément aux lois de la République et non conformément aux humeurs ou aux sentiments de celui qui vous a nommé. C'est ce qu'on entend par les services loyaux. Quand quelqu'un va au terme de, par exemple, un fonctionnaire, quand il va jusqu'à sa retraite, ça voudrait dire qu'il a rendu des services loyaux pour arriver jusqu'à la fin de sa carrière. Ce n'était pas qu'il était fidèle à son chef, non. Mais les Congolais confondent ça. La loyauté pour eux, c'est être attaché au président de la République. Puisque nous parlons de Fachi, on en a vu beaucoup. On me combat parce que je suis fidèle à Fachi. Non, Fachi n'a pas besoin que toi à qui il a fait confiance, que tu sois fidèle à lui, la personne. Non, parce que son bilan est tributaire de ce que aura été les rendus de tout un chacun à différents postes. C'est lui qui va payer à la fin, de part devant le peuple congolais. Regardez quand, par exemple, il va à Kananga. On va en parler dans le cadre de l'itinérance. Quand il se plaint d'avoir été attaqué par les abeilles. Mais est-ce que, dans le fond, c'est lui qui est à la base de non-avancement des travaux là? Il y a des gens à qui il a fait confiance et il a engagé. Mais qui a payé les frais? Les abeilles, c'est mortel, hein? Quand vous avez plus de 15 piqûres sur vous à des endroits sensibles, vous en mourrez. Donc quand on vous envoie des abeilles, c'est-à-dire, on préfère que vous mouriez. Et par qui? C'est par ses frères, dans son bastion. Mais c'est un langage foncièrement, je peux dire, ça dit tout. Alors, la population du Kasaï n'est, selon vous, le fait d'envoyer les abeilles, ça veut dire quoi exactement? Elle n'est pas contente du fait que le chef de l'État soit là comme président de la République, c'est ça? Non, pas qu'il soit là comme président de la République. Mais ça manifeste cette sorte de déception. On dit non, on ne s'attendait pas à ce que vous étant là, et jusqu'à ce jour, on ne voit pas le début de commencement de ce qui devrait être comme raison de notre espoir et confiance en votre personne. Mais quand vous dites ça, quand même, ça contredit ce que l'a dit le gouverneur du Kasaï oriental, qui a dit que depuis que dès que nous sommes indépendants, on a connu 3 présidents, voire même 4 présidents. Oui. Vous êtes les 5e. À votre arrivée au pouvoir, le Kasaï oriental a commencé à bouger. Il y a des routes qui se construisent. Il y a de l'asphalte qui est visible à travers les artères de Mbujimaï. Dan, ça ne contredit pas un peu cette façon de voir? Non, ça ne contredit pas. Vous avez les 2 gouverneurs du Kasaï central à Kananga et du Kasaï oriental. Ouais. Je préfère la franchise du gouverneur de Kananga. C'est celui-là un homme loyal parce qu'il a interpellé le président de la République en lui faisant un état des lieux consciencieux
pour que le président comprenne que les rapports qui m'arrivent sur ma table, sur mon bureau, ne sont que des rapports établis par des flatteurs qui me distraient en me disant... En quoi c'est la responsabilité du chef de l'État si une province n'a pas de route? C'est vrai, les routes d'intérêt national, oui, mais les routes de la province, c'est la compétence du chef de l'État? Dan, écoutez... Ou de l'exécutif central? Voilà, il y a ceci. Nous sommes dans un pays où, d'abord, sachez que le peuple, la population... n'a rien à voir directement dans la tête ou la façon de comprendre de la population. Ça ne voit pas les ministres. Ça ne voit pas ce distinguo-là des compétences parce que la personne qui était venue par devant la population, eh bien, c'était le candidat président de la République. Alors, c'est une conséquence qui est tout à fait normale et qui demanderait au président de la République de faire très attention. La preuve, pourquoi il a considéré le direct du gouverneur de Kananga? Il a instruit incessamment le gouvernement pour se mettre à pied d'œuvre. Mais nous sommes ici à Kinshasa, pour que le Zando, ou même ici Kinshasa, pour que ça puisse fonctionner. Mais le gouvernement central s'est vu contraint de mettre la main dans la pâte, parce que c'est inhérent. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, si vous vous dites que ce n'est pas de ma compétence, c'est plutôt le gouvernement provincial, eh bien vous finirez toujours par payer le pot cassé de celui-là. Parce que quelque part, vous en serez lié politiquement. On doit faire la part des choses, Dan, entre les écrits et la politique. La politique jette même les jalons du droit. Vous savez que dans le cadre de l'Union sacrée, de par les écrits, oui, le président est certainement limité, mais politiquement, il a tous les leviers pour faire sauter même un gouverneur, même le président de l'Assemblée. Le levier politique va même au-dessus de tous les écrits là, simplement du fait que quand vous avez la majorité, vous pensez que c'est impossible pour lui s'il lève une option de faire partir tel ministre. Il n'a qu'à appeler sa majorité parlementaire et lui dire, voilà tel ministre, nous colle un échec, tout son sera insulté. Vous devez me le faire partir. Eh bien, la majorité parlementaire va s'activer. Pourquoi on avait vu... Monsieur Henri Chimalanga, est-ce que vous ne faites pas fausse route? Parce que là, le chef de l'État est du pouvoir exécutif. Le Parlement est du pouvoir législatif. De quelle manière juridiquement parlant? Mais c'est ça, je savais que vous irez dans le juridisme, mais moi, je suis sur le plan politique. Je vous ai bien dit que quand j'évoque les écrits, c'est pour éviter le juridisme. Mais l'un de nos ministres de l'économie, qui était membre de l'Union sacrée, était déchu comment? Justin Kalumba. Mais déchu comment? Il était en difficulté avec la communauté indo-pakistanaise ici, mais pour autant que le ministre était dans les raisons d'attaquer cette communauté-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à coup d'argent. L'un des députés nationaux l'avait révélé. 6 millions de dollars étaient mis en jeu pour faire sauter le ministre. Mais à plus forte raison, quand une communauté indo-pakistanaise arrive à faire bouger les lignes, et vous pensez que politiquement, je suis précis, je n'ai pas parlé du juridisme ou bien sur le point de vue droit et consort, non. Sur le plan politique, eh bien, il peut agir ainsi. Monsieur Henri Chimalanga, nous sommes dans un problème de texte aujourd'hui qui s'oppose. Le chef de l'État l'a dit plusieurs fois que les textes que nous avons l'empêchent de bien gouverner. Dans l'exercice de ses fonctions, il a constaté que il ne sait pas bien appliquer sa politique de gouvernance. Parce que quelque part, il y a les textes le bloquent d'être, comme c'est dit, au service du peuple et remplit ses promesses. Parce qu'à chaque fois qu'il est en campagne électorale, il fait des promesses. Et alors, pour tenir ses promesses, il se rend compte quelque part que les textes sont un peu comme un blocage. Même l'a dit Augustin Kabouya, que les textes posent problème aujourd'hui pour sauver la nation. Pour que la nation sorte de tous ces problèmes-là, il faut que nous allions à une réflexion pour sauter les verrous. Est-ce que c'est une mauvaise idée, M. Henri Chimalanga? Parce que vous dites que les textes, la politique n'exempte pas les textes. Oui, Dan, ça c'est une autre paire de manches. Les textes aussi, c'est pratiquement le soubassement, c'est le régulateur de la société, du fonctionnement de la société. Mais je l'ai dit ici, la politique peut jeter des jalons
du droit. Pour en faire par la suite, on peut encadrer certaines actions. Et quand le président, bon, il a évidemment, c'est dans sa propre discipline qu'il ne va pas totalement exploiter, qui n'exploite pas totalement l'aspect politique. Prenons par exemple, Dan, les mêmes textes-là ordonnent la retenue, la rétrocession, retenue à la source. 40%. Et qui obéit à ça? Depuis même Kabila qui avait promulgué cette constitution, quel est ce gouvernement qui obéit à cette disposition-là? Personne. Alors, en ce moment-là, c'est la faute au texte ou c'est la faute aux acteurs qui devraient faire vivre ces textes-là? Les textes, c'est sur papier. Mais il doit y avoir des animateurs qui donnent vie à ce qui est sur papier. Et quand ces animateurs-là sont toujours dans le sens contraire, que voulez-vous alors en ce moment-là condamner les textes? C'est dénué de tout sens. Mais sinon, je vais donner mon point de vue par rapport à la Constitution de façon générale. Oui. Mais là, ce n'était juste pour dire que il y a un problème politique qui fait que même les bonnes dispositions qui sont salutaires pour le développement du pays sont foulées aux pieds par les politiques. Et quand vous voulez attaquer un politique, il y a des boucliers politiques qui agitent des fibres politiques pour empêcher que même le juridisme auquel vous avez fait allusion ne puisse se mettre en mouvement. Regarde, Dan, puisque c'est très important et on sait que nous qui sommes habitués avec ça, on sait que c'est comme ça et les minutes ne jouent pas sur le plateau. C'est ça. Dan, regardez dans ce concept-là. Je reviens un peu à ce que vous avez dit. Le président de la République, je disais, il a manifesté son mécontentement. Pour moi, je considère que là, le président était clair. En disant que nous nous sommes mal comportés. Ce n'était pas son souci quand il a appelé à la création de l'Union sacrée. Il pensait que tout ce monde-là viendra l'appuyer pour faire mieux. Donner une gouvernance qui soit nettement mieux que les gouvernances précédentes. Parce que Félix Tshisekedi aura moins d'excuses que Mobutu, que les Kabila. Parce que lui, voilà, il a tout un grand miroir. Il a eu le temps de voir les failles des gouvernances de ses prédécesseurs, lesquelles il est censé corriger par sa gouvernance. Là, il n'a pas corrigé jusque-là. Oui. Là, il n'a pas corrigé jusque-là. Bon, je reviens encore à ce que lui-même a dit. Et on constate qu'il y a beaucoup de choses, même sur le plan comportemental, qui n'ont pas quitté, et parfois qui devient encore pire. Regarde par exemple un effet. Le président de la République va en itinérance. Je prends l'étape de Mbuji-Mayi. Dan, vous savez que le ministre des Finances dans notre pays ou dans un pays donné, mais je parle précisément de la RDC, ne doit pas être un politique. Ça doit être un technicien, un technocrate en la matière, parce que c'est celui-là en réalité qui doit se battre pour l'assainissement de nos finances publiques. Nous sommes cotés par les partenaires en la matière au regard de la façon dont on gère nos finances publiques. Comment expliquer qu'un ministre des Finances qui précède le président de la République dans cette mission d'itinérance, Mbuji-Mayi soit-il, et le ministre des Finances se transforme en un mobilisateur? Automatiquement, il ne doit pas être étonné d'être accusé d'utiliser les fonds publics pour la cause là, de la mobilisation. Donc, il est allé se comporter en politique. Malheureusement, Doudou Fwamba, je ne sais pas s'il a compris la portée de ce comportement, parce que les observateurs ne sont pas dans cette masse-là qui vient applaudir le président de la République. Les observateurs vont scruter le comportement et de la masse
et des acteurs et de lui-même le président de la République. Lui qui devrait se comporter en technicien auprès du président de la République en la matière, il devrait lui dire, bon voilà, Excellence, même s'il s'avérait que vous allez utiliser ces moyens-là, mais ce n'est pas lui, le patron des finances publiques, qui se met au devant de la scène pour gagner quelle confiance. Ça, c'est malhonnête. Et ça ternit l'image, la qualité de la gestion de nos finances publiques. Parce que comment il va se dédouaner qu'il n'a pas utilisé les moyens de l'État? C'est que l'on condamnait depuis Mobutu jusqu'à les Kabila. Chaque fois, on ne cessait de le dire. Le PPRD mobilise à coût de l'argent du trésor public. Félix n'était pas en reste. Il est parmi nos leaders qui nous faisaient voir que voilà comment on prend l'argent du trésor public pour mobiliser. Est-ce que Amboujimaï, par exemple, qui est un fief naturel de Félix, le président n'avait pas besoin d'une mobilisation? Ça, c'est de la malhonnêteté politique du ministre des Finances qui n'a pas bien joué son rôle. Il devrait s'en tenir et s'en réserver. Félix, s'il arrive à Amboujimaï, à l'aéroport sans annoncer, il suffit qu'une seule personne le voie. À la minute qui suivra, c'est toute la province qui en sera informée et qui va se ruer vers l'aéroport. Regardez même ici à Kinshasa. Quand Joseph Kabila juste se pointe sur une avenue sans annoncer, il est dans sa jeep. Il suffit qu'un seul individu le voie. Dès qu'il crie « China Rambo », qu'est-ce qui se passe? Et à plus forte raison, Félix est dans son fief. Vous devez le distraire en y allant au motif que je suis en train de mobiliser. Mais non, quand c'est le ministre des Finances qui fait ça, eh bien on va lier, on va attacher le président de la République à ça. On dira que le ministre ne l'a pas fait sans autorisation, sans l'aval du président de la République. Le chef de l'État voilà. qui venait de dénoncer que l'Union sacrée a échoué. Voilà. Comment permet-il qu'un ministre fasse cela? Mais c'est ça. Écoutez Dan, quelque part, vous savez, j'étais en train de dire ici que Félix a un sérieux problème, c'est-à-dire les gens à qui il fait confiance jusque-là, il leur manque les deux choses-là. Surtout la première, ils confondent la loyauté. La loyauté, ce n'est pas vous venez vous battre pour l'individu Félix. Non, il n'est pas éternel, il le sait. Lui-même d'ailleurs, il est en train de le dire, que tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que c'est lui qui viendra après moi, qu'il trouve au moins des instruments plus ou moins cohérents. Mais pourquoi vous voulez vous comporter comme si lui, il a besoin d'être éternel? Non. Quand on vous nomme à un poste de responsabilité, travaillez conformément. C'est ça la loyauté, j'insiste, Dan. Donc, moi je pense que le président de la République, ayant constaté que l'Union sacrée s'est comportée comme ce que l'on a vécu autre-temps, selon ses propres termes, c'est-à-dire ce que nous avions vécu sous le régime que nous avions qualifié de médiocre. Mais alors, c'est-à-dire, il a dit que voilà que nous sommes toujours les mêmes médiocres. On a reproduit que la même médiocrité. C'est par quoi? C'est à travers tout ce que nous voyons là. Et il n'est pas du tout aisé dans une société que les gens n'obéissent pas aux objectifs. Vous voyez? Et au-delà de ça, je lui demanderai même qu'avec 2025, la première des choses, parce que vous avez déjà annoncé, on y va comme cela, et parmi ce qui devrait être ses priorités en 2025, le temps, c'est le premier ennemi du président de la République. Mais avant qu'on prenne 2025 rapidement, sur ce qu'il doit corriger, oui. Il condamne le comportement de ces généraux de l'Union sacrée, oui. ces hommes de l'Union sacrée, mais à la fin de la réunion, il promet des jeeps. Quel est le message qu'il veut faire passer en promettant des jeeps aux personnes qui se sont mal comportées, comme lui-même a dit? Est-ce qu'en donnant des jeeps à ces personnes-là, les personnes-là sont censées s'amender ou continuer dans leur mauvaise sale besogne? Dan, sincèrement, je te dirais que je n'ai pas aimé cette partie-là. Cette intervention-là me fait dire que ceux qui ont la charge de traiter la communication du président de la République n'en sont pas capables, encore une fois.
Mais Dan, vous êtes... Comment ça? Dan, tu es journaliste comme moi. Oui. Avant une telle, non seulement qu'il s'agit de lui, avant toute chose, mais il y a quand même un petit briefing. Pourquoi ils prennent jamais soin de chercher à comprendre que, Excellence, vous allez parler sur quoi? Pour avoir cette lucidité de lui dire que non, non, Excellence, ne dites pas ça, sinon regardez, ça va faire une contradiction entre la première partie de votre adresse, qui est salutaire, mais maintenant, quand vous retournez, et pourtant il a dit, je n'ai pas fait appel au partage des privilèges, mais au final, il revient encore en leur promettant des privilèges, parce que c'est immérité. Les députés nationaux sont parmi ces rares Congolais, sous cette rare catégorie des Congolais qui est mieux traité en RDC. Ils ont des salaires convenables, ils peuvent vivre, donc chaque jour dépenser $100 à la maison. Pourtant, il n'y a pas de poulet qui coûterait $100, mais lui, il peut le faire. Et il termine le mois comme ça, et il garde encore le paquet, sans compter par exemple les perdièmes. Mais pourquoi à ces gens-là leur encore promettre de tels privilèges? D'abord, il a dit, je vais augmenter votre dotation. Mais selon moi, le président doit abandonner cette option-là. Il doit forcément abandonner. Parce que ces gens-là, ceux de l'Union sacrée, évidemment, il y en a toujours qui se sont bien comportés, mais quand l'infime minorité, par rapport à toute cette grande majorité-là, tout devient insignifiant. Donc, les gens qui se sont mal comportés, pareil à ceux qui nous ont précédés, pour ne pas dire aux médiocres, ne méritent pas de privilèges. En Zambie, tout le monde le sait. On essaie de voir. Au Burkina Faso, on a même annulé le salaire des députés parce que le pays est en guerre face aux terroristes. Il faut plutôt orienter l'argent aux équipements militaires parce que les munitions sont consommées des fois comme des arachides pour le besoin de la cause et c'est très coûteux. Les munitions ici, c'est en cuivre, Dan. Mais si, c'est très coûteux la guerre. Mais pourquoi promettre encore des avantages à ces gens-là qui ne s'occupent même pas des bases? Ça signifie que le président a des gens qui chuchotent dans ses oreilles, mais qui lui inculquent que du mensonge. Quel est ce député-là qui s'occupe de sa base? Et quand il arrive à la base, c'est 3 jours. Et puis il est aux États-Unis, il nous fait des TikTok, il est à Marbella, il est au Japon, ils s'amusent là-bas. Je ne sais pas si c'est là-bas qu'il y a leur base. Ils ne reviennent qu'à quelques jours de la rentrée parlementaire. Donc je pense que sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec le président de la République et que moi, je lui demanderai d'abandonner cette option-là. Que les députés aillent acheter des véhicules parce qu'ils ont l'argent. Même à crédit, Moulendambo l'avait fait en son temps à la GECAMINE. Les agents de cadre de la GECAMINE, qui pour autant n'avaient pas de gros salaires comme les députés nationaux, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Il leur avait pris des véhicules qu'ils ont payés pendant 5 ans, retenus chaque mois petit à petit, pendant 5 ans. Mais eux, ils ont des gros salaires. Ils n'ont qu'à aller souscrire, soit chez les hommes d'affaires ou bien les Toyota, et ainsi de suite. Je crois qu'à ce point-là, le président, il doit revenir sur ce type d'engagement et penser plutôt à pousser fort sur ce qui semble être maintenant sujet d'espoir du peuple congolais, notamment l'actuel comportement des FARDC sur le terrain. Merci bien, monsieur Henri Tshimbalanga. Mais pour 2025, comment devrait se comporter le chef de l'État vis-à-vis non seulement de sa majorité, mais également de son gouvernement souminois? Et même comme vous avez dit politiquement, le chef de l'État, des leviers, des gouverneurs. Comment le chef devra se comporter? Le président de la République, premièrement, face à... Évidemment, et le gouvernement et le Parlement, c'est l'union sacrée, c'est tout ça. Oui. Devant cette union sacrée, à tous les niveaux, le président de la République, il doit d'abord faire un effort pour mettre de côté sa nature et prendre une autre nature du président de la République. Parce que 2025, c'est déjà, nous entamons la période dite le mi-mandat. Et en mi-mandat, on a plus besoin de toucher déjà aux résultats.
lesquels seront renforcés à la 3e année. Et la 4e année, c'est la consolidation. Parce que la 5e année, c'est une année électorale. Donc, vous n'avez plus de résultats à chercher en ce moment-là. Donc, en cette période, il doit se considérer comme maintenant obligé, au-delà de tout, au-delà des relations personnelles avec ses collaborateurs, il doit maintenant imposer le besoin de la nation, c'est-à-dire, il y a des gens qui doivent quitter, il y a des gens qui doivent être révoqués au regard de leur contre-performance. Je pense que... Tel que... Bon, regardez par exemple, au gouvernement, on a Alexis Guizaro, dont les résultats, Dan, c'est catastrophe. Nous sommes ici à Gombe, nous sommes sur le boulevard. Juste derrière nous, on a l'un des grands hôtels de Kinshasa. Quel est l'état de la route? Pour quitter ici, arriver là-bas, les chaussures sont foutues. Regardez la boue. Et derrière, ce sont des lacs, ici à Gombe. Et pourtant, où est-ce qu'il fait mieux de vivre ici à Kinshasa? Gombe, c'est la capitale de Kinshasa, comme pour dire la capitale de la RDC. Et quand on est dans ce bourbier, Guizaro a eu la chance de revenir, d'être reconduit, malgré que le président avait manifesté son mécontentement lors de sa dernière descente avant la formation de l'actuel gouvernement. Mais cette fois-ci... Il a été reconduit. Oui, mais cette fois-ci, en tout cas, le remaniement qui s'impose dès l'entame de l'année 2025, Guizaro doit s'en aller. Le ministre des Finances, moi j'avais espoir en lui, mais Dan, je vous dis que nous sommes des journalistes, nous sommes en train de fouiner. Je me rends compte que Doudou Fwamba a déçu. Parce que dans son actif à lui, il n'a rien. Tout ce qui est fait, la fin de la 6e revue avec les FMI, lui, il a réceptionné les résultats de Nicolas Kazadi. Vous comprenez, Dan? Et depuis qu'il est là, on a des sérieux problèmes. Des grèves partout, des impayements. Rien alors n'est réalisé concrètement en termes de bonne gestion des finances publiques. Les médecins, ce n'est que hier qu'ils se battent maintenant pour qu'ils reviennent. Mais le gouvernement n'arrive pas à honorer ses engagements. Pour autant qu'on semble avoir des finances qui montent. Donc je pense que, et avec ce que j'ai vu comme comportement, il s'est comporté en politique. Un ministre des Finances ne doit pas être aux allures d'un politique. Sinon, il va noyer tout. Il va commencer à induire le président de la République en erreur. Regardez comment le président de la République arrive à dire à la population que je vous ai amené 50 millions de dollars. Vous savez, quand vous êtes le technicien, il ne suffit pas seulement de dire qu'il a des conseillers, mais le ministre en qui on a fait confiance pour l'assainissement des gestions des finances publiques. Il avait tout le temps de dire au président que bon voilà, ce que vous amenez, parce que cet argent-là n'est pas sorti de la chambre du président. Il opère à travers le ministre des Finances. Voilà, on a besoin d'autant pour qu'on aille relancer l'AMIBA. C'est le ministre des Finances qui va sortir l'argent. Ça, c'est tout à fait logique. Mais en ce moment-là, toi, en tant que technicien, tu dois lui donner comment y aller. Qu'est-ce qu'il faudra dire? Peut-être dire que, bon, voilà, j'ai déjà ordonné au gouvernement, à travers le ministre des Finances, pour vous décaisser urgemment, et c'est déjà fait, au bénéfice de la relance de l'AMIBA. Mais regardez, du fait que il a un ministre des Finances qui quitte maintenant la technocratie, il devient politique. Il va là-bas, il commence à faire les Djalelo, il devient, je mobilise pour le chef de l'État. Pour gagner quelle confiance? Vous aurez aimé que Nicolas, vous préférez qui de Nicolas et de Doudou Fwamba? Je ne suis pas dans la logique de... En termes de compétences, justement. Bon, en termes de compétences, Nicolas Kazadi est plus compétent que Doudou Fwamba. Nicolas Kazadi n'était pas politique. C'est un technocrate. Il y a des choses... Malgré ces déboires oui, mais attention aussi avec ces déboires-là, Dan. Il y a des choses qu'il faudrait aussi... Tu sais que ici à Kinshasa, il y a des gens qui font des blocs
pour faire aussi des coups bas aux autres. Regardez même les journalistes qui s'attaquaient à Nicolas. Vous et moi, nous savons qui était derrière eux. Un autre bandit au niveau de l'État et qui mérite qu'en 2025, que le président de la République retire sa confiance en cet homme-là. Écoutez, vous savez qu'on a fait croire au président de la République que la RDC a gagné dans le contrat Sicomine. Mais ce qui est totalement faux, c'est un contrat léonais. On parle de 320 millions hein, l'an. Non, 300, quand vous prenez ce calcul-là de 324 millions de dollars l'an, vous faites x 17, vous n'avez qu'un chiffre de 5 milliards 600 millions de dollars et non 7 milliards. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, sur cette durée de 2023 à 2040, on fait obtenir aux entreprises chinoises des exonérations. Ils ne payent pas taxes impôts. Or, regardez, prenez le cas de la société... Non, écoutez, Dan, ça c'est de l'escroquerie tout ça. Parce que c'est lui qui était comme... qui a eu l'opportunité d'être comme de prendre le devant de la scène. Oui. N'en avait pas la compétence. C'est pas à l'IGF de prendre le devant. Il lui fallu qu'il y ait le ministère des... Donc d'abord le gouvernement. Représenté par les ministères des Mines, les ITPR, les ministères des Finances et les ministères des Affaires étrangères et coopération internationale. Le manque à gagner, les premières révélations voilà, écoutez, viennent de l'IGF. Non, écoutez. Qui a fait le rapport pour dire que la RDC perdait autant. Écoutez, Dan. Oui. Moi, je peux venir te dire que Dan, voilà, celui-là n'est pas bon. Mais dans l'objectif, non seulement de te servir, mais pour casser celui-là, et moi venir maintenant accomplir mon plan pour te saigner plus que celui que j'accusais. Regarde. Il y a une société, SMETEF, société minière Tenke-Fungurume, qui produit pour l'année 2023 plus de 350 000 tonnes de cuivre, 250 000 ou 350 000. Hein. Je pense que je ne me suis pas trompé de chiffre. Et cette société a payé taxes et impôts à hauteur de 850 millions de dollars pour l'année 2023. 850 millions. Mais cette histoire-là de Sicomine qui prend 17 années, quand vous faites maintenant ce qui sera produit en termes de tonnage de cuivre pendant 17 ans, on aura perdu. Et contrairement, cette société, ce groupe de sociétés chinoises auront gagné, épargné au regard des taxes et impôts, comme ils bénéficient de cette exonération-là, un montant de plus de 8 milliards de dollars, plus que même si on revient aux 7 milliards. Donc la RDC gagne quoi? Tu comprends? Donc, ça voudrait dire que les gens font des blocs pour faire croire au président de la République que nous travaillons pour toi, mais en réalité, c'est pour eux-mêmes. Il y en a même qui sont arrivés à des nominations là sur base de complots. Mais le chef de l'État des conseillers en matière de finances, économie à la présidence, oui, Dan. Ceux-là font quel travail pour révéler au chef de l'État que ceci est un mauvais contrat. Dan, il faut le renégocier. Dan, je te rappelle. Le chef n'a personne. Je te rappelle. Oui. On a été parmi les tout premiers à vouloir dénoncer le caractère léonais de ce contrat. Oui, oui. C'était avec vous. Oui. Et les réactions ne sont pas faites attendre. Ce qui nous a fait comprendre que les gens torpillent la République en bloc. Et même ceux qui sont censés réveiller le président de la République sont malheureusement pris dans le complot. C'est pourquoi le président n'est pas spécialiste des finances publiques. Mais quand il fait confiance en quelqu'un, mais même tous ces conseillers-là, moi je pense, à mon avis, le président doit commencer à balayer d'abord son cabinet. Déjà 6 ans, que ce soit toutes ces relations-là. Ces conseillers sont de mèche avec certains ministres et certains chefs d'entreprise. Oui, Dan, c'est comme ça que les choses se passent là-bas parce que, écoutez, je venais d'évoquer ici pourquoi nous constatons chaque fois les ratés dans la sortie, dans la communication du président. Ça voudrait dire qu'on doit commencer d'abord par indexer
ses conseils en communication. Cela, ce n'était clair. Oui. Ils sont payés pourquoi? Ils ont tous ces avantages-là. Pourquoi? C'est pour lui faire ce travail-là. Il n'est pas journaliste, il n'est pas communicateur. Lui dire que non, voilà, à votre niveau, vous ne devrez pas dire ça, vous devez éviter ceci, comme vous voulez parler sur tel. Il y a beaucoup de... il y a des ratés dans la com du chef. Oui, parce que, Dan, nous l'avions dit. Regarde par exemple, le chef ne devrait pas se plaindre publiquement des abeilles qui lui ont été envoyées. Il n'avait plutôt qu'à appeler ces gens-là et s'adresser à eux, les chefs coutumiers. Ça se passe comme ça pour leur dire, bon, écoutez, je suis le président de la République quand même. Qu'est-ce qui sera la base de votre mécontentement? Parce qu'il semble, en coulisses, que les autochtones de Kananga lui reprocheraient, entre autres, non seulement la non-réalisation des ouvrages, mais ils disent qu'on a constaté qu'il a pu arrêter nos leaders du coin. Là, ils font allusion à François Béat, les Kabunde et les autres, tu vois. Donc, c'est un problème. Il lui fallut que ceux qui sont comme conseillers dans cette cellule-là lui disent que voilà, vous pouvez d'abord parler avec ces gens-là et leur faire comprendre que non, écoutez, ce que nous voulons de cette République. Si j'arrête aujourd'hui, mon frère à moi, c'est un signal fort pour quiconque qui irait dans le même sens, qui sera frappé par la loi. Vous voyez, c'est juste dire que vous avez raison de soulever cet aspect des choses-là. Que font ces conseillers? Ils sont dans le complot d'Anne. On n'a jamais évalué d'abord que gagneraient les Chinois. Vous voyez, et puis les 7 milliards dont ils parlent, ils évoquent là, y compris même ce qui a été déjà réalisé sous Kabila, Dan. Mais qu'est-ce qu'on a fait alors? On n'a rien fait. Il faudrait qu'en 2025, le président puisse changer un peu de cap. Il doit revenir sur ce contrat léonin. Ceux qui lui ont fait croire que nous avons gagné, eh bien, il doit les sanctionner. Alingeti soit-il. Je l'ai suivi en parenthèse. Quand il s'adressait, c'était au conseil, il y avait quoi? Les réformes au portefeuille. Hein? Oui. Il m'a intéressé en disant que... Les États généraux. Oui, les États généraux. Quand il demande au ministre du portefeuille qu'il faudrait que les contrôleurs ne soient pas dépendants de... Ils ne doivent pas se faire payer par les entreprises qui sont censées être contrôlées par eux. Hein? Il a parlé dans ce sens-là. Qu'ils doivent être payés dès le départ pour aller faire ce travail-là. Mais lui, dans l'affaire de la Gécamine, qu'a-t-il fait? Vous envoyez des inspecteurs dans une mission de contrôle, et puis après vous faites encore 2, vous signez un autre engagement de consultation. Moi, je viens pour contrôler Dan, ce qu'a été son travail, et en même temps, à côté, je signe avec Dan un contrat de consultation. Donc, je vais conseiller à Dan que ne fais pas ça parce qu'ici, je vais t'attraper. Non, fais comme ça. Et maintenant, le rapport ou la mission, elle sera quoi? C'est un arrangement. Et tout était clair. Ce qui avait fait l'objet de sa convocation de la part du procureur général près la Cour des comptes. Et c'était enorgueilli parce que, attaché à la présidence. Non, le président de la République, avec 2025, tous ceux qui se sont comportés en bandits doivent être évacués. Que vous soyez amis ou pas, ils ont eu le temps d'être récompensés. Vous les avez nommés à des fonctions différentes, conseillers soit-il. Mais ils ont raté l'opportunité de faire preuve de leurs compétences pour mériter à continuer à être là. On ne reste pas. Tu peux être nommé à titre de mon ami. Mais vous avez l'obligation des résultats, Dan. Quand il n'y a pas de résultats, qu'est-ce qu'on va se dire? Bon, mon cher ami, moi je vous ai nommé, effectivement vous êtes mon ami, mais vous aviez l'obligation des résultats pour convaincre le peuple congolais et la nation que non seulement j'ai été nommé parce que je suis l'ami du chef, mais j'ai prouvé les compétences. Donc le chef n'a pas eu tort de m'avoir nommé à ces fonctions-là. Mais eux, c'est le contraire. Ils laissent le président aller dans tous sens. Personne ne l'aide, à vrai dire. Donc, je pense que, pour revenir... Que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec ses conseillers, ou même au sein de sa famille politique propre UDPS,
on l'abandonne comme ça? Oui, parce que d'abord, regardez, Oui. au sein de l'UDPS, regardez tout ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Que des sérieux problèmes. Et pourtant, eux devraient se sacrifier pour être en cohésion derrière le président de la République. Il a besoin de cette cohésion-là. Et ils ne comprennent pas que tout ce qu'eux font là, Félix en est dépassé. Il ne sait pas maintenant par où je vais commencer avec ces gens ici de l'UDPS. C'est quand ils veulent les coincer, oh non, nous, on a été tués, c'est nous, c'est nous. Non, mais écoutez quand même. Donc, il faudrait que la conscience habite ceux qui auront cette chance-là de mériter la signature du président de la République pour telle ou telle fonction. Donc, merci beaucoup, M. Henry. Le temps passe très vite. Oui. Quel regard avez-vous des prélats catholiques qui sont très critiques envers le pouvoir en place? Quand on suit les homélies du cardinal Ambongo, on a l'impression que c'est un acteur politique de l'opposition, parce qu'il ne voit dans ses discours, il n'y a que les mauvaises choses qu'il dénonce. Récemment, il a dénoncé le fait que les Congolais, c'était à l'occasion de la messe de Noël, dénoncer le fait que les Congolais sont dans la misère. Les Congolais souffrent, sont encore malheureux qu'avant. Tout récemment, il était devant les jeunes, il leur posait des questions pour savoir: est-ce que vous avez eu des emplois qu'on vous a promis? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prend en charge? Non simplement lui, il y a même le cardinal Fulgence Mouteba, dans ses sorties médiatiques, vous avez l'impression que ce monsieur est plus dur que Martin Fayulu, et plus dur que Joseph Kabila. Quel regard avez-vous du comportement des évêques sur le pouvoir en place? D'abord, moi, personnellement, Dan, je n'en suis pas étonné au regard de ce qu'a été toujours le comportement de l'Église catholique ici au Congo. On remonte dans le temps. Mais cette fois-ci, on a l'impression que ça devient de trop. On dirait qu'ils ont une haine contre la personne du chef de l'État. Je suis en train de... À chaque sortie médiatique, il n'y a que des salves de critiques. Dan, je disais que personnellement, je n'en suis pas étonné. Vous savez, cette église était toujours en train de se tirailler avec le maréchal Mobutu, jusqu'à arriver à l'exil du cardinal Malula. Il est parti au Vatican en exil. Mobutu a occupé sa résidence. Là, il occupait le stade Tata Raphaël, 20 mai. Mobutu a installé là-bas les bureaux de la Gemper, qui jusqu'aujourd'hui c'est devenu le ministère de la Jeunesse. Quand il y a eu réconciliation, parce qu'il y a eu des églises en Afrique, hein, l'église catholique en Afrique s'est levée contre Mobutu, finalement il y a eu négociation. Malula a donné comme condition que non, ok, je retourne à Kinshasa, mais je ne vais plus habiter là-bas parce que toi tu as désacralisé ma résidence. C'est comme ça que Mobutu a construit le centre Lindongue, qui fait office hein, de la résidence officielle du cardinal. Malula est revenu par là. On est allé toujours avec les mêmes tensions jusqu'au dernier jour du départ du maréchal Mobutu avec l'église catholique. Souvenez-vous, quand Mobutu ferme la conférence nationale souveraine pour la réouverture, il y a eu des massacres. La marche chrétienne, ça a été reprimé dans le sang. Sous Kabila, Mosengo ne jouait pas avec Kabila. Il lui disait en face. D'ailleurs, Mosengo, c'est lui qui nous a sorti le terme des médiocres, que les médiocres dégagent. C'est Mosengo. Au stade des martyrs, quand Mosengo revenait de l'Europe, Kabila était là, bien habillé avec tout le monde. Que dit Mosengo en face de Kabila? Un gouvernement qui ne donne pas réponse aux problèmes de son peuple est un gouvernement sans objet. On a tous crié bis. Mosengo a repris. Et Kabila était mouillé dans sa veste. Il lui dit en face. Il est allé encore plus loin pour dire que c'est un logoré. Vous comprenez les termes que Mosengo a sortis dans ce cadre-là. On proclame Kabila vainqueur face à Etienne Tshisekedi. Mosengo prend le téléphone pour l'appeler. Il dit, toi tu es content avec ce que Ngoï est en train de faire. Ils sont allés même plus loin à attaquer Kabila sur le plan spirituel. Souvenez-vous d'Anne. Ici, on a organisé ce qu'ils ont appelé d'Angelus. Un jour, à midi, juste
toutes les paroisses de la capitale ont teinté la cloche. Ça signifiait quoi? Est-ce que les gens comprenaient la dimension de cette bataille? Elle n'était pas seulement dans les médias, mais ils ont déclenché une bataille spirituelle. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de Félix Tshisekedi. Évidemment, la logique de cette église, je ne sais pas si ça changera. Vous savez qu'eux, ils avaient aussi accusé Lumumba. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui, jusqu'à ce que Lumumba soit aussi mort. Ils étaient dedans, contre Lumumba. Ils le qualifiaient d'un meurtrier. C'était lui l'auteur des massacres des Kassaïens au niveau du village Kassengoulou, où il a enterré des populations. Et l'église catholique était sur son dos. Ils l'ont accusé partout à travers le monde. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, moi je n'en suis pas étonné. Et je demanderai au président de la République... Mais parce que lui-même l'a traité des politiciens en soutane. Oui, c'est ce que moi je voudrais lui demander, de ne pas participer à cette animosité-là. Le président n'a qu'une seule obligation, c'est de tout faire, d'être en harmonie avec le peuple congolais, de par sa réponse aux attentes du peuple congolais. Même les opposants là, il ne doit pas travailler en fonction d'eux, parce qu'il a dit, j'ai très mal au cœur de constater le silence des opposants face à la montée en puissance ou au nouveau comportement très positif des FARDC sur le terrain. Non. Lui, il ne doit s'inquiéter que s'il constate que nous, peuple congolais, nous lui avons tourné dos. Lui, tout ce qu'il doit faire, c'est relativement, il ne doit qu'à se référer au peuple congolais. Si le peuple est en train d'applaudir, il n'a pas à s'intéresser aux humeurs des opposants. Ici, l'opposition au Congo est caractérisée par ça. C'est-à-dire qu'il faut tout nier de celui qui est en poste. On a connu ça pendant 37 ans durant. Personne ne disait que Mobutu était bon en ceci ou en cela, il était mauvais en ça. Personne n'a dit que Kabila a réussi en ceci ou en cela. Non, on rejetait le tout en bloc, y compris moi. J'étais dans ça. Donc, moi, je préfère que le président de la République ne trouve aucun intérêt à participer dans ces ping-pong avec l'Église catholique. Que lui se concentre sur le peuple congolais et je pense qu'il en sortira vainqueur. Il en sortira vainqueur, mais monsieur Henri Tchimbalanga, on ne va pas finir cette émission sans évoquer la rencontre entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila qui s'opposent à la crise politique, à la crise sécuritaire, à la crise économique, et il s'oppose à la réforme, toute réforme constitutionnelle, et ensuite il dénonce la souffrance de la population qui se visse dans la partie est de la RDC, surtout les zones qui sont occupées et même les déplacés. Quelle interprétation avez-vous de la rencontre entre les deux personnalités? Bon, cette rencontre-là, elle est politique, il s'agit de deux leaders d'un même espace. D'ailleurs, encore une fois, comme je venais de le dire, oui. C'est pas étonnant, parce que ce n'est pas leur première rencontre. Ils venaient de se réconcilier, au vu de tout le monde. Oui. C'était au Katanga, où la réconciliation des leaders katangais. Oui. Je crois que c'était toujours sous les auspices de Fulgence. Voilà. Et alors, aujourd'hui, est-ce que depuis ce temps-là, ils ne se parlent pas au téléphone? Ils se parlent. Leur rencontre... Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve ça normal. Évidemment, il y a une opinion qui trouve que maintenant, Kabila avait traité Katumbi de Judas, il lui a empêché d'accéder. Non, écoutez. Et Katumbi avait été très dur envers Kabila. Oui. Meurtrier. Oui. Il a tué au Kassai, il a tué dans l'Est. C'est là que... les fosses communes. Dan, c'est là que moi, j'aime toujours me réfugier dans l'histoire politique de notre pays. Ce n'est pas un fait premier. Le 30 juin 2005, fin de la transition 1+4. L'UDPS qui annonce une marche sur toute l'étendue de la République pour dire que voilà la transition est finie, messieurs, partez. Jean-Pierre Bemba qui prend les prérogatives de la commission en charge de la défense et sécurité. Ici à Matongé,
Félix Tshisekedi en serait mort par balle. N'eût été ses jambes d'athlète, Félix en serait mort. Et il y a une maman qui a pris cette balle-là qui était destinée à Fachi. Mais est-ce que Fachi a rejeté Jean-Pierre Bemba? Il est aujourd'hui, Jean-Pierre est collaborateur de Félix. C'est aussi une dimension exceptionnelle que je peux déceler dans Félix. Il ne pouvait pas approcher Jean-Pierre Bemba parce qu'il devrait se considérer comme déjà été mort le 30 juin. En quoi c'est différent avec le tiraillement de Kabila et Katumbi? Parce que celui-ci s'est engagé à le tuer. L'histoire est connue, Dan. Moi, c'est pourquoi j'ai toujours demandé que les gens s'évertuent à lire notre histoire. Cette histoire n'est pas lointaine. Ce n'est pas l'époque de Lumumba. Et tout récente. Les militaires ont même chanté une chanson. Les militaires ont aussi la facilité d'inventer les chansons. Yo Kasangwe, Yo Kasango, Balala ki na 12h, Yo Kasango, Likolo ya le 30, Yo Kasango. Mais aujourd'hui, le MLC est dans l'union sacrée. Mais c'était Bemba, comme il était, avec des militaires qui étaient fidèles à lui, il donne ordre. Il avait même dit que... On abatte Félix Tshisekedi. Oh, mais c'est une histoire vraie, je n'invente rien, Dan. Oui. Et non seulement Félix, lui, il avait dit que Maman, cette histoire-là, avant moi, avant la photo, mais c'était quoi? C'est parti de ce jour-là. Donc, c'était la décision de Jean-Pierre Bemba. Mais, aujourd'hui, pourquoi Félix ne l'a pas rejeté? Quels sont les résultats de Bemba depuis qu'il est au gouvernement? Mais il est là, Félix a gardé comme son collaborateur. Donc Félix s'est élevé au-dessus de ces sentiments-là. Alors pourquoi ça devrait étonner les gens ou faire mal à la tête que comment les deux là se sont tiraillés? Etienne Tshisekedi nous a donné cette école. Est-ce qu'ils ont le droit de dénoncer les souffrances de la population de l'Est? Parce que ceux de l'UDPS imputent cette insécurité du fait de la rébellion AFDL venue avec Kabila. Pourquoi imputer cela sur Tshisekedi? C'est ça la question. Non. Tshisekedi n'est pas auteur de la souffrance à l'Est. Il faut être aussi dans le message, honnête. Non, écoutez, nos politiques confondent. Eux, ils pensent que un politicien doit beaucoup plus exploiter le mensonge. Non. Vous mentez, mais quand on fait attention à l'histoire, on vous rattrape. L'histoire de l'Est n'est pas... Tshisekedi n'est pas auteur. Il faut être juste avec l'histoire. Il arrive... Il trouve que c'est une histoire qui existait. Et je peux même dire que jusque-là, Tshisekedi est en train de subir les affres de 1+4. Si on n'a pas une armée homogène, c'est le fait de 1+4. Jusque ce jour, il y a des militaires, dans leur tête, ils se reconnaissent que militaires à travers Jean-Pierre Bemba. C'est du fait de mixage et brassage. Il y a des militaires jusqu'en ce moment que se disent « Raïs ». Malheureusement, Dan. Donc, Félix, il est temps. Est-ce que, puisque vous relevez ce fait-là, Kabila a dirigé cette armée pendant 18 ans. Oui. Donc, il y a des militaires qui lui prêtent allégeance. On va dire ça comme ça. Oui. C'est lui-même qui a créé cette armée parce que quand eux arrivent, il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait plus d'armée. Si Kabila, on doit réfléchir peut-être comme ça, si Kabila, vous souhaitez renverser le pouvoir par la force, bon, il sera difficile aussi dans le sens où, vous savez, Félix, quelque part, il y a des... Puisqu'il a été 18 ans chef de l'État, oui. Il y a les secrets de défense. Oui. Mais écoutez, les donnes ont aussi changé. La situation a beaucoup évolué. Il y a des domaines où Kabila n'avait pas fait attention et Félix a réussi dedans, ce qui a fait que la confiance du citoyen congolais, même des militaires, a évolué. Je vous donne un cas concret. Peut-être on ne fait pas attention. Mouzé, il crée les services nationaux. Et à sa mort, Kabila, 18 ans durant, il n'a pas eu cette lucidité. Félix arrive, regardez ce qu'il fait du service national. Il est allé même construire une école en mémoire de Laurent Désiré, l'initiateur de cela. C'est-à-dire, ceux maintenant qui sont en train de bénéficier, sinon les Congolais en train de voir cette lucidité-là, ils sont plus sur la même ligne où Joseph Kabila les avait laissés. Les gens ont évolué. Donc,
nous ne sommes plus dans la même configuration. Regardez même quand ils changent le commandement à la tête des FARDC. Tout de suite, on a quand même d'autres résultats que tout ce temps-là. Et cela fait en sorte que les gens aussi vont réfléchir par rapport à ça. C'est pourquoi moi je l'encourage, que 2025, il a tout à changer pour mériter encore cette confiance-là. Sinon, le Congolais peut venir en masse vers vous. Mais ça ne signifie pas que c'est cela le thermomètre. Viennent parce que vous portez une fonction. Et après les fonctions, vous allez passer sur la route, les mêmes Congolais ne viendront pas. Donc, il faudrait qu'ils prennent son courage. Tous les ministres improductifs ou dangereux doivent carrément quitter, quelle que soit leur apparence ou leur déclaration. Parce que regardez, maintenant, c'est tout le monde qui se bat à la dernière minute. Or, ce ne sont pas c'est pas la dernière feuille du chou qui engraisse le lapin. C'est déjà trop tard pour eux. Et Félix, il doit en tout cas tout faire. Surtout, il doit être très rigoureux à l'égard de nos finances publiques. Très rigoureux. Parce que les finances publiques impactent tout le travail de tous les ministères, de tout le gouvernement. Quand là-bas, il nous met un politique, eh bien, Dan, ça ne marchera pas. C'était M. Henri Timbalanga, journaliste et analyste des questions d'actualité, historien du présent. C'est vrai, il nous a amené un peu dans le passé aussi pour nous faire comprendre les réalités actuelles. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Il a cette mémoire historique. Ça permet vraiment que nous puissions comprendre l'actualité de l'heure. Monsieur Henri Timbalanga, les populaires, nous vous disons merci beaucoup de votre disponibilité. Juste un petit mot, hein, je sais qu'on n'a plus le temps. Un petit mot pour dire que 2025 qui s'annonce, comment vous voyez 2025? 2025, c'est une année d'espoir. D'abord, l'espoir nous part à partir de l'actuel comportement des FARDC sur terrain. C'est à nous d'être regardants, surtout le président de la République, pour plus développer ce comportement. Oui. Je crois que tout ira mieux. En tout cas, le peuple congolais a des raisons d'espérer que ça ira mieux. Sinon, je termine par souhaiter bonne année à tout le monde, à toi Dan, à toute ma famille biologique, en tout cas. Et aux amis, particulièrement à Christian Kabasele. C'est quelqu'un qui m'est aussi très cher. Porte-toi bien et voilà, à madame mon épouse, Janie Kamwanya, parce que c'est celle-là qui nous encadre pour que tu sois présentable sur le plateau. Et voilà. Salutations maman. Hein? Que le Congolais puisse espérer. D'accord. 2025, que le président quitte toutes sortes de sentiments relationnels parce qu'il n'en a plus d'intérêt. 2025, tous les incompétents à ses côtés doivent s'en aller pour le besoin de la cause. Merci Dan. Merci beaucoup monsieur Henri Timbalanga, bonne année 2025, bonne année 2025 à vous aussi de nous avoir suivis pendant toute l'année. 2025, on se battra pour faire mieux, c'est vrai. On doit toujours chercher à se dépasser pour vous satisfaire. Nous vous demandons aussi de nous soutenir, hein, de toute manière que ce soit. Soutenez-nous aussi pour que nous fassions du bon travail. Allez, au revoir et on se revoit en 2025.